Salut les devins, c'est Sakyo. Il est l'heure pour nous de se retrouver pour une nouvelle vidéo PLT qui va nous permettre d'analyser le nouveau opening, c'est-à-dire le générique de début, le générique d'ouverture de ce nouvel arc de Dragon Ball Super. Du coup, je sais que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais au cas où, si vous avez regardé l'épisode 77 de Dragon Ball Super qui marque le tout début de ce nouvel arc, et que vous avez par exemple zappé le générique d'introduction, n'hésitez pas à aller le voir, enfin surtout si vous aimez bien les spoilers, n'hésitez pas à aller voir la petite chanson qui est au début avec la scène animée qui va avec, parce qu'il y a vraiment pas mal d'infos qui nous sont données et beaucoup d'indices surtout que l'on va analyser ensemble dans cette vidéo là. Alors bien sûr j'ai aussi plusieurs vidéos prédictions qui vont arriver vis-à-vis de ce nouvel arc, mais j'avais envie de dégrossir avec vous le sujet du trailer on va dire, pour avoir des premières informations de base pour pouvoir mieux continuer par la suite ensemble. Alors c'est parti, on va progresser petit à petit dans ce trailer là. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, je peux pas diffuser l'opening, tout simplement, la vidéo en fait, le fichier vidéo, ni même des extraits, tout simplement pour des raisons de droit d'auteur. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous affiche des captures d'écran, des screenshots qui vont m'aider justement à illustrer ce dont je veux vous parler. Bon, du coup, concernant cet opening, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a les liens dans les descriptions, vous savez que j'ai vraiment adoré aussi bien la qualité des visuels, la qualité des informations données, la mise en scène, la réalisation, la qualité d'animation et de dessin et aussi la musique. J'adore vraiment tout, ça c'est pour vous donner un avis global d'entrée. Mais vous commencez aussi à me connaître bien et j'aime bien analyser les choses. Et du coup, dès quasiment la première frame, la première image, on voit Goku en forme normale qui se bat contre un être nouveau. Et là au final, direct, dès le départ, on a de la nouveauté, donc c'est pas mal. Moi qui réclame sur la chaîne depuis pas mal de temps que l'on ait de nouveaux méchants, des menaces originales, parce que pour moi, Zamasu était à moitié original, parce que ce qui a fait que Zamasu était charismatique, c'est sa partie Goku Black. Et Goku Black, c'est qu'une pâle copie de Goku en version méchant. Et je suis sûr que Zamasu aurait été un méchant beaucoup moins apprécié par la communauté de fans que nous sommes, s'il n'y avait pas son équivalent d'une autre timeline qui a possédé le corps de Goku. Et du coup, dès cette première image, comme je vous le disais, enfin quasiment la première image, on voit le point de Goku et de ce nouveau personnage-là, dont on ne connaît pas le nom, qui vraiment s'entrechoque directement avec un gros éclair entre les deux points. Ça, je pense que vous l'avez remarqué même si c'était bref. Et pour moi, c'est directement pour marquer le fait que ce mec-là va donner et livrer un énorme combat face à Goku et pour marquer qu'ils sont à un pied d'égalité, plus ou moins. Il peut y avoir une domination de l'un ou de l'autre, mais c'est pour nous montrer que c'est pas comme le loup, justement, qu'on voit dans le trailer et qu'on a déjà vu auparavant, que Goku s'amuse à défoncer dans tous les sens. Là, on voit que c'est vraiment un combat d'envergure. En une image, la réalisation nous prouve que ça va être le cas. Dès les premières secondes, on voit qu'il y a un échange de coups assez sérieux entre ce nouveau personnage rouge et noir et avec Goku. Et au fur et à mesure que la musique va s'emballer, le combat va s'emballer en même temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont tout cela a été orchestré, aussi bien musicalement qu'en termes de réalisation. Je n'insisterai jamais assez sur ça concernant ce trailer, je pense. D'ailleurs, petite mention un peu étrange, je pense que c'est peut-être un clin d'œil, je pense pas que ça a d'incidence réelle. Juste regardez la tête de ce nouveau personnage qui se bat contre Goku. Il est vraiment très similaire au présentateur qu'il y a eu durant le tournoi inter-univers entre l'univers 6 et 7, le fameux tournoi de Champa. Je vais vous afficher une image pour que vous puissiez comparer, on a vraiment un personnage similaire, aussi bien sur les oreilles, sur la forme des yeux, bien que l'intérieur des pupilles n'a pas l'air exactement pareil, mais la forme du nez est similaire, la bouche et tout. Après, il y a une espèce de corne sur la tête du présentateur qui fait un peu penser à Majin Buu. Mais ça, c'est pas du tout une théorie ou quoi que ce soit, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais vous faire remarquer, mais je pense pas qu'il y aura un lien entre ces deux personnages-là. L'échange alors, comme je vous ai dit, s'intensifie entre Goku et ce nouveau personnage, et j'ai vraiment adoré ce passage-là dans le trailer où les coups se sont accélérés. J'ai ressenti justement des sensations à la Dragon Ball Z, ou plus précisément, je dirais, dans les openings de jeux Dragon Ball Z. C'est-à-dire les génériques d'intro des jeux Dragon Ball Z de l'époque, qui avaient un style visuel légèrement différent de la série, un peu plus 3D, un peu plus lissé justement, tel que c'est le cas dans cet opening, et avec un dynamisme fort, vraiment très fort, et qui nous laissait envisager ensuite la présentation de tous les personnages. Et cet opening-là était vraiment construit, je dirais, de la même manière. Une chose aussi que je dois rajouter vis-à-vis de cette scène de combat entre ce mec mystérieux et Goku, très brièvement, c'est que le sol, la zone de combat, on voit qu'elle tourne sur elle-même, un peu comme une centrifugeuse. Et je vous avais déjà dit que ce ring-là, ce cadran solaire avec ce pilier central, allait sûrement avoir un lien avec le temps. Et du coup, maintenant je pense que ce ring va avoir un lien avec l'espace et le temps. L'espace, c'est-à-dire que le ring va bouger, va avoir cette espèce de rotation qui va augmenter sûrement sa gravité, parce que si je dis pas de conneries, quand on fait tourner quelque chose à une très forte vitesse, ça augmente la gravité, c'est d'ailleurs cet effet-là que vous ressentez dans les manèges, dans les parcs d'attractions. Et en même temps, vous allez voir qu'il y aura une règle que Zeno ou le grand prêtre va instaurer vis-à-vis du temps,
Et le pilier central va nous faire comprendre que le temps avance et que ça mènera à la défaite ou à la victoire d'un univers ou d'un autre. Je pense que vraiment on va se situer sur ce genre de situation. On voit ensuite toujours ces deux personnages-là, Goku et son opposant, qui s'affrontent et encore plus vivement, avec son opposant qui lui envoie une vague de ki rouge qu'il a sorti très très vite et qui va rivaliser de plein fouet avec le Kamehameha. On voit qu'aucun des deux ne va dominer dans cet échange-là. Le seul avantage, comme je vous ai dit, c'est le fait que l'ennemi a sorti son attaque plus vite que Goku ne l'a fait. Mais je pense pas que ça soit vraiment révélateur de quoi que ce soit, mais c'était intéressant à noter, je pense. Ensuite, bien sûr, le nom de la série qui apparaît devant nos yeux, pour nous laisser apparaître ensuite la zone, le ring sur lequel on va combattre. Vous voyez l'espèce de toupie au fond? En fait, ça représente un cadran solaire égyptien. Et je pense qu'on aura une autre image dans le trailer un peu plus tard, mais en gros, vous avez une partie surélevée qui permettra d'avoir la zone spectateur. Au centre, vous avez, tout autour du pilier central, vous aurez le ring. Le pilier central, on n'en connaît pas l'utilité, mais je commence à avoir quelques doutes. Et vous voyez une espèce de zone, de boule lumineuse, un peu comme une espèce de lune en haut à gauche. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard, parce que de mémoire, il y a une scène justement qui focus encore un peu plus sur ce fameux ring. Mais en tout cas, concernant cette fameuse espèce de lune, j'ai vu pas mal de théories de votre part là-dessus. On m'a aussi dit un truc intéressant, comme quoi ça pourrait être vraiment une lune, et que justement, ça pourrait faire en sorte que certains Saiyans se transforment en Ozaru, en gorille. Alors oui, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est même quelque chose que j'avais anticipé, le retour du Ozaru, et ça serait super fan service quand on voit qu'il y a le retour du nuage magique dans les hors-séries, d'attaques comme le Taioken, le Kaioken, il y a beaucoup de choses de l'époque qui reviennent. Ça serait pas étonnant qu'on ait un retour du Ozaru, pas forcément Goku, Vegeta ou Gohan, mais des Saiyajins, il y en a plus et il y en a d'autres qui viennent d'autres univers. Kabe n'avait visiblement pas de queue, mais on ne connaît pas le reste de son peuple, s'ils ont été coupés ou pas. Mais moi, vis-à-vis de cette espèce de sphère lumineuse, je pense qu'elle est plus là en tant qu'espèce de caméra qui pourrait retransmettre et retranscrire tous les combats sur GodTube. Ça paraît un peu débile, mais ça permettrait d'avoir de la cohérence de fond par rapport à ce qui nous a été dit, sachant que le précédent tournoi a bien été retranscrit sur GodTube. En gros, si vous voulez, pour ceux qui connaissent Mario, je pense que vous êtes pas mal de monde à connaître les jeux Mario, vous avez souvent une espèce de tortue volante, j'ai oublié le nom, une tortue sur un nuage qui tient une caméra. Et bien là, cette sphère-là aurait un peu le rôle de la caméra, de retranscrire tout le match. Une fois cette scène-là passée de démonstration d'écran de présentation, on en arrive directement à voir les boules de cristal. La première avec un gros focus justement sur la main de Krillin qui tient la boule de cristal à une étoile, pour avoir justement la caméra qui se recule et nous montrer quasiment toute la team de l'univers 7. En fait, c'est les moins forts de la team de l'univers 7 qui nous sont montrés. C'est-à-dire que l'on a tout le monde affiché sauf Goku, Vegeta et Gohan. D'ailleurs, j'ai trouvé assez drôle, assez sympathique la manière dont Piccolo tient sa boule de cristal, en espèce de lévitation et tout ça. Et j'ai l'impression que Piccolo va peut-être pas avoir un power-up physique, mais qu'il risque d'avoir une nette progression sur ses pouvoirs un peu, pas télépathiques, mais un peu psychiques et tout ça. Ça serait très intéressant d'avoir un Piccolo qui évolue dans ce sens-là. C'est vrai qu'on est tous, enfin plus ou moins tous, je catégorise pas tout le monde, mais on pense plus ou moins tous à un Piccolo Super Namek God. Ça serait intéressant, ça pourrait être cool. Mais avoir un Piccolo qui n'évolue pas par la force brute, mais par la force mentale, ça lui donnerait, je sais pas, un côté très très classe à ce personnage-là qui le mérite vraiment, qui mérite d'avoir un gain de popularité dans Dragon Ball Super, je pense. Et Krillin est mis vraiment au premier plan et en plus gros que les autres. Bon, le gros bout est gros, mais il est gros par nature, ça. Mais justement, ils ont décidé de le mettre au fond pour ne pas qu'il obstrue le champ visuel. Et comme je vous avais dit sur la chaîne, pour moi, Krillin va avoir un rôle même déterminant, j'ose le dire, déterminant dans ce tournoi. Que ça soit par le biais d'attaques combinées avec sa femme, avec son beau-frère C17, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un rôle ultra déterminant. Et j'aimerais à tout prix, ça c'est une volonté personnelle, qu'on évite le fait que ça soit Krillin qui meurt pour réveiller une nouvelle fois Goku à une transformation, ou Gohan ou quelque chose comme ça. Je pense que Krillin a assez donné au niveau des morts, et ça serait pas fanservice de le refaire mourir, même si derrière ça apporte une transformation de l'un de nos héros. Je pense que là ça serait vraiment cool que Krillin brille par lui-même, et non pas en étant utilisé comme tremplin pour faire briller un autre personnage. Bon, je vais pas rentrer dans le détail justement de l'utilité de chaque personnage ou pas durant le tournoi. Je pense que s'ils sont là, c'est pas comme durant le tournoi de Champa où certains vont être écartés. Je pense qu'ils vont tous avoir un rôle, plus ou moins important, mais avoir un rôle. Par contre, j'aimerais faire une mention un peu spéciale à C17, parce que ça, j'en avais parlé uniquement en live, et je sais que c'est quand même assez difficile d'aller voir un replay de live qui va durer 4 heures. Et je sais que pas mal d'entre vous se posent la question, mais d'où sort C17 en fait? Comment il est en contact avec sa sœur, ou avec son beau-frère, ou avec la Team Z? Et du coup, pour la petite histoire, Akira Toriyama a déclaré dans une FAQ, si je dis pas de bêtises à l'époque,
qu'en fait C17, suite aux arcs cyborg, suite à l'arc Boo et tout ça, travaillait en tant que garde forestier, on va dire, dans une réserve naturelle, que c'était un métier qui lui plaisait beaucoup, qu'il avait pour objectif de rester solitaire, mais qu'au final il s'est trouvé une femme avec qui il a eu un enfant, et ils ont également adopté un enfant supplémentaire. Et que par la suite, il a décidé par lui-même d'aller rendre visite à sa sœur C18, et donc aussi à son beau-frère Krillin. Il a passé un moment chez eux, il n'a pas détaillé trop sa vie, son quotidien, parce qu'il voulait pas avoir honte. Enfin bon, Toriyama a sorti une petite excuse comme ça durant l'interview, mais en gros Toriyama nous a fait comprendre que pour lui, C17 et C18 avaient quand même un minimum de contact et savaient comment se trouver en cas de besoin. Voilà, c'est ça qu'il fallait en comprendre. Après, pour en venir à cette scène, c'est aussi étrange pour moi que l'on voie les Dragon Ball et non pas les Super Dragon Ball. Du coup, pour moi, le sens peut être double. Soit ils vont tout simplement en avoir besoin, mais je sais pas en fait s'il est possible d'invoquer un dragon en dehors de la planète sur laquelle il est censé vivre ou exister, c'est-à-dire en dehors de la Terre, ou est-ce qu'en fait les Dragon Ball seraient une sorte de récompense. Mais ça, la récompense, j'ai du mal à y trouver du sens, parce que si l'univers adverse se fait détruire, il y aura pas de récompense à donner vu que tout le monde sera mort. Est-ce que la Team Z sera aussi prévoyante que ça jusqu'à emporter ses propres Dragon Ball en cas de besoin, en cas de coup dur, et elle va les utiliser? Ça serait pas bête, ça serait surtout une bonne idée par exemple de la part de Bulma, parce que dans la série on a très bien remarqué que Bulma était très méfiante vis-à-vis des dieux, y compris Beerus et Whis, et ça c'est encore plus marqué dans le manga papier. En tout cas, je trouve très intéressant que ça ne soit pas les Super Dragon Ball que l'on nous montre dans ce trailer, mais les Dragon Ball. On avance encore dans ce trailer et on voit Goku justement qui est en train, visiblement, d'élaborer de nouvelles techniques. C'est ce qui est montré dans l'opening. C'est pas forcément ce qui va se faire, se créer, mais en tout cas, on voit un Goku en entraînement et dans un entraînement assez particulier, je trouve, qui est assez original pour du Goku. On se serait imaginé voir un Goku qui tape dans des montagnes, enfin je vous dis ça au hasard, qui réalise des entraînements titanesques, vous voyez, des choses vraiment sollicitant la force brute. Et là, on a plus l'impression qu'il fait un entraînement un peu plus spirituel, un peu plus dans la méditation. Il y a qu'à voir la pose justement qu'il a. On dirait qu'il réalise des poses vraiment liées aux arts martiaux un peu plus ancestraux. Il fait une espèce de mini Genkidama, façon de parler Genkidama, c'est pour vous illustrer bien sûr, qu'il va arriver à manipuler dans tous les sens, comme un Kamehameha contrôlé mais à petite échelle. On a l'impression que Goku travaille à la fois son corps et son esprit durant cet entraînement, alors que d'habitude il était un peu plus du genre à travailler son corps, et l'esprit suivait de manière naturelle à l'époque dans Dragon Ball, c'est-à-dire dans Dragon Ball Z. On voyait un Goku assez fort mentalement, naturellement. J'ai jamais trop vu d'entraînement mental forcé et rajouté par Goku, juste parce qu'il en avait besoin, alors que là ça semble être un petit peu le cas. Et je trouve d'ailleurs que c'est pas bête, parce que on en est à un stade où les pouvoirs sont vraiment démesurés, ou sont vraiment divins, c'est le cas de le dire, sont fous, et arriver à une telle masse de force brute, je pense que ces guerriers-là ont aussi besoin de maîtrise de leur pouvoir. Et je pense vraiment que la maîtrise et l'élaboration de techniques, on va dire sophistiquées en quelque sorte, nouvelles et originales, ce qui ferait du bien à la série d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup le Kamehameha, mais bon, avoir du neuf, ça serait vraiment cool et ça serait risqué de leur part. Et je pense qu'à ce passage-là, il faut pas aussi oublier la petite apparition très courte mais bien remarquée de Goten en premier plan en fait. Devant Goku, devant Shishi, c'est Goten que l'on voit au tout premier plan. Ça veut pas dire qu'il aura un rôle de premier ordre, mais ça veut dire qu'il va quand même avoir une place dans cet arc-là qui sera relativement importante ou nécessaire. Je pense que vous m'avez suivi. On sait que les deux petits Goten et Trunks ne vont pas participer au tournoi, mais ils peuvent avoir leur importance, ça je l'ai déjà dit sur la chaîne. Si le tournoi dégénère, il y aura plus de participants pour participants, tout le monde sera impliqué, forcément. Ensuite, Vegeta a droit à la même scène en fait. Sauf que lui, il est vraiment dans l'entraînement classique, traditionnel, dans sa salle de gravité, avec des tonnes de poids qui rappellent vraiment le Goku de l'époque entre l'arc Cell et l'arc Boo quand il s'entraînait, l'époque du Super Saiyajin 3 et tout ça. On voit que sa machine d'entraînement est complètement défoncée, ce qui n'est pas du tout étonnant de la part de Vegeta. Et concernant cette phase d'entraînement de Vegeta, j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'elle a l'air vraiment très intensive physiquement, mais surtout que je pense que la naissance de bras va bloquer Vegeta, mais que temporairement. C'est-à-dire qu'au début, il va justement focus sur la grossesse de Bulma, et que Goku va sûrement prendre un petit temps d'avance sur la période d'entraînement, et que Vegeta, lui, va être obligé de, comme d'habitude, en fait, de mettre les bouchées doubles derrière pour rattraper tout ça. Et qu'une fois qu'il aura l'esprit libéré, il pourra se concentrer pleinement sur son entraînement. On voit la même chose de manière symétrique avec le petit Trunks qui apparaît tout comme Goten l'a fait. Je vais pas me répéter, mais vous avez compris l'idée concernant ces deux personnages-là qui devraient avoir un minimum de temps d'apparition et qui sera très agréable, je pense. Quand on poursuit dans le trailer, on voit alors encore les Dragon Ball, les fameuses Dragon Ball de la Terre, qui sont en train de voler dans le ciel. Bon, je pense pas que ça a vraiment d'importance à part nous rappeler qu'elles auront justement un minimum d'apparition dans l'arc.
Et ensuite, on en arrive sur la scène que l'on avait déjà vue dans le trailer de ce nouvel arc de Dragon Ball Super. Je vous avais déjà fait une vidéo PLT sur ça sur la chaîne, je sais pas, il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Et à vrai dire, on revoit la même scène. Sauf que graphiquement, visuellement, en termes d'animation, elle a été remaniée avec beaucoup plus même d'effets de 3D. Si vous regardez les deux Zeno et que vous comparez le tout premier trailer et cet opening là qui a été amélioré, on va dire, mis à jour, vous verrez alors qu'il y a eu une légère évolution mais qui se remarque justement, et on le voit bien sur l'effet d'arrondi autour des Zeno et tout ça. Ça ne veut rien dire, hein, scénaristiquement ça ne veut rien dire, mais je voulais vous faire remarquer ça. On voit toujours les fameux deux Zeno qui se croisent, qui deviennent verts au milieu au moment où ils se croisent, pour se reséparer de l'autre côté et laisser place au grand prêtre qui semble réaliser une sorte d'attaque, qui va mettre en quelque sorte un terme à ce temps d'apparition des Zeno. Alors concernant les deux Zeno, vous m'en avez beaucoup parlé sur la chaîne et justement je prévois de vous faire une vidéo qui sera sûrement une prédiction et qui va traiter du cas de ces deux Zeno là. Ils prennent de plus en plus d'importance dans l'arc et on va dire que la menace s'agrandit tout autour d'eux et on a bien commencé à le comprendre dans l'épisode 77. Du coup vous inquiétez pas, une vidéo arrive sur ça et je vous partagerai mon point de vue sur ces deux petits personnages. Et là on a enfin quelque chose de bon à se mettre sous la dent dans ce trailer, avec l'apparition d'une grosse partie des Akaishin, c'est-à-dire 8 d'entre eux. En fait, on a l'impression qu'ils sont mauvais, tous mauvais. On n'arrive pas à se dire qu'un tel ou un tel est meilleur que l'autre. En fait, je pense que c'est juste pour la mise en scène de l'opening. Il y en a forcément, et je suis sûr, et certains sont convaincus, que certains d'entre eux que vous voyez là, par exemple l'espèce de Cléopâtre, le renard, etc., il y a forcément quelqu'un de bon, enfin pas forcément de bon, mais en tout cas de pas mauvais. Parce que normalement, un Akaishin, c'est neutre. Ça fait son boulot qui a pour but de détruire, c'est dans leur contrat, entre guillemets. Mais un Akaishin, même virus, n'est pas mauvais. Par contre, bien sûr que pour moi, il va y en avoir certains qui vont être défiants des autorités, ou voire même déviants par rapport à l'autorité, tel que le Akaishin Clown. D'ailleurs, ça aussi, les Akaishin, c'est un thème que je dois traiter sur la chaîne. Je vais essayer de faire une vidéo qui va traiter de chaque Akaishin, un peu comme je vous avais fait sur la chaîne en vous parlant du Akaishin Bes dans la mythologie égyptienne. Et du coup, j'ai pas mal de pistes sur la plupart d'entre eux, voire même sur tous, à part un peu celui qui a la tête de Janemba Poisson au fond, vous voyez l'espèce de Akaishin bleu, entre le renard et l'espèce de Cléopâtre. Sur celui-ci, j'ai pas trop d'indices, mis à part qu'il me fait beaucoup penser à Janemba, sinon pas grand chose de plus. Une petite mention spéciale à l'espèce de souris jaune que vous voyez à gauche. Je sais que ça va vous faire rire, mais je suis persuadé qu'il fait partie des plus forts, voire même le plus fort de tous les Akaishin. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire en bas. Pour moi, cette espèce de petite souris, et on a vu dans le trailer qu'il était vraiment de petite taille, fait partie des meilleurs combattants parmi tous les dieux de la destruction. Retour très rapide sur l'entraînement de Goku, rien à dire sur cela, mais qui nous donne la perspective justement d'arriver sur d'autres Akaishin mélangés cette fois-ci à des Kaioshin et à des anges. C'est une vue assez particulière parce que sur le plan que l'on vient de détailler juste avant, avec le renard, avec le robot, l'oiseau et tout ça, c'était que des dieux de la destruction, mais là on a tout un mélange. Et quitte à avoir une scène de mélange, on aurait pu se dire qu'ils auraient été tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tous les Akaishin, tous les Kaioshin et tous les anges ensemble? Je pense que si on nous montre cela à l'écran, c'est pour une simple et bonne raison. C'est pour nous imaginer que des clans vont forcément se former à l'intérieur de ces divinités. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo concernant le générique de fin, là on est en train de parler du générique d'introduction, mais j'en ai aussi une concernant le générique de fin, qui a vraiment l'air de spoiler beaucoup de choses concernant tout cet arc-là de Dragon Ball Super. Eh bien là-dedans, on comprend que des anges et des démons vont se faire face. Ça peut être spirituel comme ça peut être à prendre au premier degré. Et on comprend aussi qu'il va y avoir une division au sein des troupes divines. Sachant que je vous avais également dit que Whis et Vados, selon moi, allaient se retrouver confrontés. Non pas parce que Whis ou Vados va devenir méchant, je pense que ces deux-là resteront fondamentalement bons. Mais c'est juste qu'il va falloir choisir qui va être le patron en quelque sorte. Il va falloir choisir un camp, et je pense qu'il faudra soit choisir le camp, entre guillemets, des mortels, celui de la rébellion, et ça sera donc le camp de gauche dans lequel on voit Whis, on voit Kaioshin, on voit Beerus qui est au centre, en plein au centre des confrontations justement, et de l'autre côté, à droite, on voit pas mal de nouvelles têtes, mais on voit également Vados qui, elle, va sûrement choisir la voie de l'ordre, la voie de la hiérarchie, écouter son patron en fait. Et on voit qu'elle est accompagnée de l'ange qui ressemble à Harley Quinn, qui accompagne le Akaishin Clown, qui pour moi va mal tourner durant cet arc. On voit qu'il y a pas mal d'anges justement, et les anges sont censés être impartiaux. Du coup, ça ne m'étonne pas que du côté opposé à Kaioshin, à Beerus et tout ça, on trouve beaucoup d'anges, parce qu'ils n'auront aucune raison de se ranger du camp des mortels, ils vont vouloir se ranger du côté du patron. Et bien sûr, une chose intrigante, c'est de voir devant le fameux Akaishin Bes.
pour rappel, je l'appelle Bès parce que pour moi, il renvoie directement au dieu égyptien Bès dans la mythologie. N'hésitez pas aussi à checker cette vidéo-là. Je sais que je vous demande d'aller checker pas mal de vidéos sur la chaîne, c'est pas spécialement pour faire de la publicité, c'est juste pour qu'on puisse être sur le même niveau d'information et bien se comprendre justement quand je vous sors telle ou telle information. Du coup, pour moi, s'il est devant, c'est pour 2 raisons principales. Ça va vous faire rire, c'est tout simplement parce qu'il est petit. Et les personnages petits, on les met devant pour mieux les voir. Mais vous allez me dire qu'il est vraiment devant quand même, un peu trop même. Et il est vraiment central. Et en plus, à le voir, il a une mauvaise tête. Et dans ma vidéo sur ce personnage-là, sur ma vidéo dédiée à lui, je vous disais que malgré sa tête qui n'a pas l'air très sympathique en fait, voire pas du tout, on pourrait même croire qu'il est méchant, eh bien son caractère est tout à fait l'opposé. Il est très gentil et je vous avais dit, entre guillemets, alerté sur le fait qu'il aura un rôle primordial dans cet arc-là et qu'il aura un rôle d'apaisement entre les 2 parties, qu'il sera un élément clé pour retrouver la paix à la fin de l'arc, la paix entre les dieux, entre les divinités. Je pense qu'il sera en quelque sorte un tremplin vers la sagesse et pour retrouver l'équilibre entre tous les dieux. C'est comme ça que j'entrevois ce dieu-là, ce dieu de la destruction. L'entraînement de Vegeta se poursuit et là bien sûr je n'ai pas grand chose à vous dire, on en a déjà discuté, mais pour nous laisser sur une très très belle scène dans les montagnes dans laquelle on peut entrevoir et voir Piccolo, mais bien sûr ça vous a tous fait réagir et moi-même y compris, à savoir Gohan en pleine méditation. Alors, il a son survêtement vert que tout le monde décrit un peu partout. D'ailleurs, moi non plus, j'aime pas trop le design qu'il a avec ce survêtement. C'est vrai qu'il est ultra basique, mais justement, je pense que ce survêtement-là est fait pour nous montrer justement la vie classique que Gohan mène, ou du moins menée jusqu'à présent. Alors, on voit donc Gohan en pause méditation. Et ça ne me semble pas illogique. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les réseaux sociaux et tout ça, oui, il a la même pose, ou du moins à peu près une pose similaire à quand le vieux Kaioshin, le doyen des Kaioshin, l'avait éveillé à son potentiel. Et vous avez raison. Mais je rajouterai aussi une information, c'est que Piccolo lui-même est un grand habitué de s'entraîner par la méditation, ou du moins des exercices similaires à la méditation. On l'a très souvent vu comme cela dans le manga, et encore plus dans l'anime avec quelques scènes rajoutées par la toile animation, ou du moins rallongées. On voyait très très souvent Piccolo s'entraîner, au final mentalement ou de manière très spirituelle, et derrière il en recevait de gros power-up. Il restait justement comme ça en plein dans les airs, survolant en lévitation dans les montagnes, et il en ressortait beaucoup plus fort, grandi en termes de pouvoir. Et le sujet Gohan est un sujet que je devrais développer sur la chaîne par le biais d'une vidéo à part, parce que c'est vraiment un gros morceau on va dire, et tout le monde l'attend, donc forcément je vais en parler dans une vidéo dédiée à Gohan. Parce que j'ai pas mal de pistes à son sujet, mais je pense que Piccolo est un élément déclencheur du regain de puissance que va avoir Gohan, qu'il va se rendre compte de ce qui lui manque. Je pense que Piccolo va clairement se rendre compte que Gohan est rouillé au combat, l'exercice physique, mais qu'il n'y a pas que ça. Qu'il lui faut cette stabilité mentale et qu'il lui faut cette espèce de déclic pour pouvoir revenir à 100% de ses capacités. De toute façon, on a très bien vu dans la série que peu importe le niveau d'entraînement de Gohan, au final, ce qui le faisait frapper fort sur son adversaire, c'était le mental. Sans le mental, Gohan n'est rien. Et ça, je pense que Piccolo a de quoi stimuler justement le renouveau de Gohan psychiquement et mentalement. Alors je suis d'accord avec vous, il faut quand même un minimum d'entraînement physique à ce bon vieux Gohan pour se remettre dans le bain. Mais c'est pas ça qui fera tout. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous sur ma vidéo concernant Gohan parce que j'ai pas mal de choses que je trouve assez originales que j'aimerais vous partager en tout cas. Alors bien sûr, je vais pas vous cacher qu'une fois qu'on a eu le gros plan sur le visage de Gohan, déjà j'ai senti ce fameux déclic mental dont je vous parlais. Bien sûr, ça prendra plus de temps à se faire dans la série. Là, c'est un opening. Donc ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer et ils le montrent en accéléré. Dans la série, je suis sûr qu'on va avoir un Gohan qui va s'entraîner sur par exemple une période de 1 mois à peu près, histoire d'avoir un déroulement, une reprise de la forme physique et mentale qui soit cohérente. C'est pas en se posant 2-3 minutes sur une montagne que Gohan va retrouver ce niveau-là. Là, c'était vraiment accéléré pour l'opening. Et ça, vous le savez tous aussi bien que moi, l'aura blanche que l'on voit se dégager autour de Gohan, eh bien c'est tout simplement symbolique de sa forme mystique, de sa forme ultime, de sa forme potentiel éveillé. Et pour moi c'est clair, on est sur le retour du potentiel éveillé. Vous allez me dire qu'il y a des éclairs bleus. Alors pour moi ça présage quelque chose de supplémentaire pour Gohan. Mais il ne faut pas oublier non plus que la toute première fois où Gohan s'est éveillé à ce potentiel-là, quand il avait encore des habits de Kaioshin, vous savez, dans le Kaioshinkai, et que Gohan a développé cette force-là dans l'anime, des éclairs en sont sortis. C'était la seule et unique fois où des éclairs sont sortis du corps, de l'aura de Gohan. Du coup, ça peut être à deux tranchants cet éclair, ça peut être juste un repère visuel pour nous faire comprendre que ça y est, il a retrouvé ce minimum-là de puissance. Mais ça veut pas forcément dire qu'il est en forme mystique 2 ou quelque chose de plus évolué, mais c'est quelque chose que j'exclus pas encore pour le moment.
Du coup, j'espère que vous m'avez suivi pour le cas Gohan. Je le développerai très en détail dans une vidéo dédiée à lui. Et je vais faire en sorte de vous afficher justement à l'écran, ça doit être affiché depuis quelques secondes maintenant, ce fameux passage, si j'arrive à le retrouver, où Gohan avait déjà dégagé des éclairs de son corps quand il était en forme mystique et quand il venait de l'acquérir. Ensuite, on en arrive sur un plan qui semble, et je vous dis bien qu'il semble, à prendre avec des pincettes, être les combattants, une partie des combattants de l'univers 6. Parce que déjà, en gros plan, on voit Hit. Il n'y a aucun doute, c'est Hit. C'est bien la forme de son visage, ce sont ses yeux à lui. On voit le trait descendant un peu à la selle au niveau de ses joues, c'est vraiment Hit. Derrière, on voit aussi Magetta. Enfin, on sait qu'il y a d'autres Metalman d'ailleurs dans les univers, du moins dans les univers 6 et 7, mais ça ressemble vraiment à du Magetta pour le moment. Par contre, les autres personnages, que ça soit la grosse fille rose, l'espèce de je ne sais quoi au fond, on dirait une sorte de gros insecte, la fille à droite, les deux espèces de loups renards devant, ceux-là on ne les connaît pas. Du coup, j'ai vu pas mal de monde sur les réseaux sociaux, tout ça, et vous, dans les commentaires, me dire que c'était tout l'univers 6. Honnêtement, ça ressemble, ça nous inspire sur le fait que ça soit l'univers 6 qui nous est présenté, mais on n'en a pas la confirmation dans ce trailer-là. On pourrait avoir très bien un mélange de plusieurs combattants de différents univers. Une sorte de mix ou de panache de ce que les différents univers nous réservent. Ça peut très bien être ça que l'on a à l'écran, faut pas trop s'emballer à penser que c'est l'univers 6. Mais je vous avoue que j'ai un petit penchant à vous dire que oui. Une chose qui m'intrigue, c'est cette espèce d'œil vert, un peu avec la pupille rouge en bas. Regardez, je vais essayer de vous l'afficher un peu plus en détail et en zoom. Je vais essayer de mettre un petit rond rouge pour que vous voyez ça. Je sais pas, est-ce que c'est dû à l'animation? Est-ce que on nous cache quelque chose? C'est dur, honnêtement, c'est pas que j'ai du mal à vous faire une prédiction, c'est juste que là, c'est très dur de savoir, de déterminer ce que c'est sur cette image qui dure une petite seconde avec un éclairage qui suggère et qui ne montre pas grand-chose. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je suis très curieux de savoir ce que vous allez me dire. J'appelle ça un œil, je pense pas que ça soit un œil vraiment, mais on voit que le vert est uni, donc c'est pas la fumée qu'il y a au fond. On voit qu'il y a comme une espèce de pupille rougeâtre au milieu. Je sais pas, à vrai dire, je suis en train de le regarder en même temps que je vous parle, j'ai beau avoir retourné ce sujet-là, j'ai pas vraiment trouvé de correspondance avec quoi que ce soit d'autre, du coup je suis un peu perdu sur ça. Du coup ça serait cool si vous avez une idée ou quoi, ça serait vraiment sympa en zone commentaire. J'aimerais attirer votre attention sur la fille qui a un design humain, qui a une apparence humaine, et vous dire que si on est bien sûr de l'univers 6, dans ces cas-là, ça me conforte, ça me confirme dans l'idée que Champa a sélectionné au moins un terrien, donc là une terrienne qui vient d'être recréée par le biais des Super Dragon Ball. Parce que rappelez-vous, dans le tournoi de Champa, la Terre de l'univers 6 a bien été reconstruite. Donc pour moi c'est tout à fait logique que l'on ait au moins un terrien qui participera en tant que combattant de l'univers 6 à ce fameux tournoi. Je pense qu'il y avait des combattants assez développé sur la Terre, tout comme Kame Sennin a pu se développer en termes de force, le maître des grues, Tenchin Han, Krillin, je pense qu'il y a des équivalents de ça en termes de puissance dans l'univers 6. Et cette fille en est sûrement la preuve vivante. Confirmation du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais du fait que Hit participera bien au tournoi, pour moi c'était plutôt évident. Mais en tout cas, je sais que certains d'entre vous en doutaient, du coup, soyez rassurés, il est bien là. On voit ensuite le terrain, le fameux terrain du tournoi qui bouge. Et ça, je trouve que c'est super important. On se doutait déjà qu'avec ce fameux pilier central au milieu, en plein milieu du cadran solaire, il fallait s'attendre à ce que le terrain soit particulier. Avoir un environnement de combat ultra particulier. Et là, on constate par nos propres yeux que les plateformes de combat, que la plateforme elle-même, le ring, le sol, va bouger. Que le ring va pouvoir se réorganiser au fil des combats. Que ce fameux cadran solaire égyptien qui va servir de ring va être modelé à volonté selon les envies peut-être de Zeno, ou selon un rythme prévu par le grand prêtre. Par exemple, pour avoir des phases qualificatives en multi-ring, on aura différentes zones, que l'on pourra réunifier et en faire qu'une seule, pour avoir des phases de huitième, de demi-finale, de quart et de finale, enfin, je pense que vous m'avez compris. Après, on pourrait aussi s'imaginer qu'ils utilisent ça pour avoir du challenge, mais on n'est pas non plus dans les escaliers de Harry Potter qui se mettent à bouger. Je pense pas qu'on va en arriver à ce genre de subtilité, les combattants sont assez aguerris pour éviter un sol en déplacement, en mouvance. On va parler de la fameuse équipe que l'on voit là sous nos yeux, qui semble être une équipe en tout cas. Et on voit le fameux nouveau personnage habillé en rouge et noir qui se battait contre Goku, accompagné à gauche d'un espèce de simili-virus, de sosie de virus, avec des airs un peu plus de lapin, on va y revenir. À droite, un personnage avec une espèce de système oculaire qui s'allume en rouge, un peu comme à l'armée. D'ailleurs, il porte un béret qui n'est pas sans nous rappeler l'armée. Ce personnage-là, on dirait qu'il sort de Street Fighter. Je suis pas un expert de Street Fighter, mais il me fait vraiment penser au character design, au look des bonhommes dans Street Fighter. Au fond, on a un personnage un peu gros, un peu bourru vraiment, qui a l'air quand même bien costaud,
et avec son espèce de grosse moustache barbe blanche, plus une moustache d'ailleurs, et tous portent le même type de vêtements. Alors concernant toute cette équipe que vous voyez affichée, j'en ai déjà parlé il y a quelques heures à peine sur ma chaîne. Et c'est dans la vidéo que vous voyez affiché depuis le début. Vous voyez, il y a un petit carré et vous voyez écrit sous la capuche. Je vous parle justement de l'identité du mec à capuche qui accompagne le Akaishin Clown. Pour moi, c'est le mec que l'on voit au premier plan, là en ce moment, celui qui a la petite tête ronde là, qui se bat contre Goku durant tout le trailer. Pour moi, c'est lui. Je vous la fais en bref, si des fois vous avez un peu la flemme, je comprends. Mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là parce que j'y développe beaucoup d'arguments que je ne peux pas me permettre de répéter ici. Mais en tout cas, je vous exprimer l'idée que pour moi, ce mec que vous voyez au premier plan est très sûrement un démon. Par démon, j'entends donc, au sens Dragon Ball, un Makaioshin. Il a le physique d'un Kaioshin, sauf qu'il est différent, avec ses yeux, avec beaucoup de noirceur. Enfin, je vous la fais en bref parce que la vidéo développe ça vraiment, n'hésitez pas vraiment à aller la voir. Et que du coup, il se serait allié avec d'anciens Akaishin déchus, parce que rappelez-vous que Zeno a détruit 6 univers un peu sur un coup de tête, et que ces Akaishin déchus, qui n'ont plus de lieu de vie, qui n'ont plus d'univers, n'ont trouvé que pour seul refuge le Makai, avec qui s'allier, c'est-à-dire les démons, pour renverser l'ordre établi et suprême par le petit con, désolé, de Zeno. Et que tout cela arrangeant très bien le compte et l'affaire du Akaishin Clown, on aurait une alliance d'intérêt entre tous ces bonhommes-là pour en arriver au final à un arc qui va mener à la révolte, à la rébellion et à une guerre divine, on va dire. Alors jusque-là, je pense qu'on s'entend bien. D'après mes dires et d'après l'analyse que je vous ai faite dans l'autre vidéo en début d'après-midi, ou hier, ça dépendra de quand je posterai cette vidéo, on partira alors sur une équipe de combattants dans l'univers du Akaishin Clown, du dieu de la destruction Clown, qui serait mené par un leader combattant Makaioshin, qui aurait avec lui dans son équipe d'excellents membres qui seraient d'anciens dieux de la destruction qui ont vu leurs univers se faire détruire. Mais alors vous allez me dire, que fout la fille au milieu, qui d'ailleurs ressemble plus qu'énormément à la fille Broly. Et en plus, là, ça va devenir un énorme casse-tête gigantesque, parce que dans ma vidéo d'analyse, il y a quelques semaines du trailer, je vous disais que pour moi, cette fille-là provenait de l'univers 6. Vous allez me dire, Saikyo, on comprend plus rien. Du coup, on va essayer de poser les éléments que l'on a, et on va essayer d'en arriver à certaines conclusions qui pourraient correspondre à ce que l'on nous présente dans ces différents trailers. Parce qu'il faut pas oublier que les trailers sont là pour faire ce qu'on appelle du mindfuck. C'est-à-dire vraiment nous bouleverser, et ne plus savoir où on en est, perdre la tête, et juste en ressortir avec une énorme hype, et plus savoir quoi en penser. Mais vous allez voir que si on pose les choses, on peut déterminer 2-3 trucs sympas. Pour moi, on va dire que la fille que l'on voit apparaître là, c'est à 90% sûr que c'est la fille Broly. On va dire que le 10% de doute que j'ai, c'est parce que déjà, quand on la voit là à l'écran, elle est très sereine. Alors que quand on l'a vu dans le premier trailer, elle avait l'air très fragile, mentalement, très innocente, très troublée, très perturbée. Et ça ne correspond pas avec ce que l'on a là à l'écran en ce moment. Je vais essayer de vous afficher 2 images en parallèle. Vous voyez que le caractère ne correspond pas. On a quelqu'un de très sûr d'elle. Quand on la regarde dans cet opening, on dirait qu'elle va nous défoncer, alors que dans le premier trailer, elle ne payait vraiment pas de mine. Après, petite chose qui me fait douter, c'est la couleur de sa boucle d'oreille. C'est-à-dire que dans ce nouvel opening, elle a la boucle d'oreille argentée, tandis que dans le premier trailer, c'était doré. C'est peut-être juste un petit détail d'animation, et je sais en plus que la Toei Animation se gourre souvent sous les couleurs, surtout dans les trailers. Du coup, faut pas prendre ça au premier degré non plus, mais voilà pourquoi j'ai quand même un petit 10% de doute sur l'identité de cette fille. En plus, chose très intéressante que je vous ferai remarquer, c'est que, regardez tous ces bonhommes-là à l'écran, on arrive tous à distinguer leur costume, qui est le même, rouge et noir, nous faisant comprendre qu'ils font partie d'une même équipe, ou d'une même alliance. Mais elle, la fille, on ne voit pas ses vêtements. On ne voit pas du tout. Sachant que la fille Broly dans le trailer n'a pas de combinaison moulante rouge et noir telle que ces bonhommes-là que l'on voit à l'écran. Du coup, malgré tout ce que l'on peut penser, malgré tout ce que les apparences nous mettent sous les yeux, il ne faut pas se fier aux apparences, je vous le rappelle, pour moi, cette fille reste plus ou moins liée à l'univers 6. Je vais m'expliquer. Pour moi, il y a 2 solutions à l'heure actuelle des choses. Je ne peux pas vous faire de prédictions précises, d'ailleurs c'est pour ça que je fais une vidéo PLT et pas prédiction. La première chose possible, si l'on rassemble tout ce que je vous explique depuis ma vidéo précédente et celle-ci, c'est que le Akaishin Clown tente de se constituer une équipe. Une équipe dans laquelle il recrute des dieux ou des combattants super forts qui viennent pas forcément de son univers. Du coup, cette fille pourrait très bien être la cible du Akaishin Clown qu'il veut recruter dans sa propre équipe. D'ailleurs, regardez qu'elle est au milieu de cette équipe-là comme si elle était encerclée, comme si elle était une sorte de cible qui était encerclée par une sorte d'unité d'élite pour la récupérer. À vrai dire, c'est juste une idée comme ça que je vous développe
qui pourrait coller à la situation, mais j'ai pas d'éléments hyper concrets, je vais pas commencer à devenir un menteur, c'est pas le but de ma chaîne YouTube, je vous suggère juste cette idée-là. Et après, la deuxième vision des choses qui resterait cohérente avec tout ça, enfin d'après moi il n'y en a pas forcément que deux et je vous laisse la liberté de m'en parler en zone commentaire, mais en tout cas, et là je vais citer un youtubeur manga français, c'est la première fois que je ferai ça sur ma chaîne d'ailleurs, mais en tout cas je pense que la plupart, voire même tous, connaissent Gonzaru, qui avait donné une théorie bien avant que moi-même je n'exerce sur YouTube, bien avant que je sois youtubeur ou vidéaste sur YouTube. Gonzaru s'était exprimé sur ça, avait fait une théorie que j'avais trouvée très intéressante concernant les univers. À savoir que, étant donné que de base on sait qu'il y avait 18 univers, et du coup, le crédit et l'information de ce que je vous donne ne vient pas de moi. Commencez pas à m'accuser de plagiat ou quoi que ce soit en zone commentaire. L'idée de base vient bien de Gonzaru et ensuite moi je vais broder tout autour. Parce que il faut reconnaître quand quelqu'un développe une très bonne idée, on n'est pas en concurrence sur YouTube. On est là pour débattre avec une communauté, que l'on soit d'accord ou pas avec ce qui se fait dans les vidéos, on est là dans le respect, toujours. Et quand il y a quelque chose de bien qui se fait, je suis le premier à le mentionner. Je vois pas pourquoi je vous cacherai cette bonne information-là, juste parce que c'est quelqu'un d'autre qui en a parlé sur YouTube. Au contraire, il faut partager les bonnes idées. Du coup, Gonzaru développait dans sa vidéo, il y a très longtemps, je pense que c'était au moins il y a 1 an en arrière, quelque chose comme ça, développait le fait que si Zeno a détruit 6 univers, donc il y en avait 18 de base et non pas 12. Et que du coup, on se serait retrouvé non pas avec des univers jumeaux, mais avec des univers triplés. J'avais accroché directement à cette théorie quand Gonzaru l'avait proposée. J'avais adhéré et j'étais d'accord avec lui. Les fans de Gonzaru pourront le confirmer dans la zone commentaire, mais je crois qu'il en a même parlé 2 fois sur sa chaîne, à vérifier, mais normalement c'est ça. Et en voyant justement ce nouveau trailer, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la réflexion que Gonzaru nous avait faite il y a pas mal de temps en arrière. À me dire tout simplement que pour moi, c'est illogique, c'est complètement illogique qu'il y ait des Saiyans en dehors des univers 6 et 7. Parce que pour moi, des races sont liées aux univers jumeaux. Mais si on rentre dans le cadre d'univers triplés, eh bien forcément, il y aurait un 3e univers dans lequel on trouverait aussi des Saiyans. C'est tout à fait logique en fait. Du coup, ça resterait cohérent avec mon idée de base, comme quoi la fille Saiyajin a un lien plus ou moins direct avec l'univers 6, puisqu'elle viendrait d'un univers triplé. Et d'ailleurs, ça c'est une volonté personnelle, mais je voudrais vraiment que la animation et tout ça évite de nous foutre des Saiyans dans tous les univers. Ça serait un bordel monumental. Je sais que les Saiyans sont cool, je sais qu'on les adore tous, qu'on aime les voir se transformer, combattre et tout ça, qu'ils ont un charisme fou. Mais trop de Saiyans va tuer le Saiyan. Si on vous fout une planète Saiyan, Sarada, Sadara, Vegeta, plante, tout ce que vous voulez, dans chaque univers, ça va être trop. Vraiment, ça va être trop. Ça va plus être Dragon Ball Super, ça va juste être Saiyan Super, ça veut plus rien dire. Et pourtant, j'adore les Saiyans, je suis comme vous, dans un jeu vidéo Dragon Ball, le premier personnage que je teste, ce sera un Saiyan, vous voyez, voilà, on est comme ça. Mais je pense qu'il faut garder un minimum de cohérence, et laisser les Saiyans avoir une histoire cohérente aussi, et avoir des origines cohérentes. Chaque univers jumeau, ou chaque univers triplé, du coup, si on s'en réfère à cette théorie-là, aura ses races à lui. D'ailleurs, même si c'est pas canon, on sait très bien que le film Broly n'est pas canon. Par canon, je veux dire que ça ne rentre pas dans la continuité, dans la chronologie de Dragon Ball. Mais si on se rappelle bien des propriétés de la transformation de Super Saiyajin légendaire, SSJ-L, on se rappelle très bien que malgré lui, Broly avait résisté à l'explosion d'une planète, alors qu'il était adolescent ou enfant, un truc comme ça. Et qu'est-ce que Zeno a fait? Il a détruit des planètes, il a détruit des univers. On pourrait alors penser que le pouvoir enfoui dans cette fille-là de Super Saiyajin légendaire l'a protégée de la destruction massive de Zeno, y compris de l'explosion d'une planète. Voilà pourquoi elle aurait pu être récupérée dans cette fameuse équipe-là. Qu'elle n'était pas une divinité, qu'elle n'était pas une Akaishin, mais qu'elle s'est démarquée par le fait qu'elle ait pu résister et survivre. Vous allez me dire comment le Akaishin Clown aurait pu savoir qu'elle ait survécu. Ben rappelez-vous que les anges ont la capacité de scanner, de sonder les univers complètement. Donc ça m'étonnerait pas que l'ange Harley Quinn, on va l'appeler comme ça grossièrement, qui accompagne le clown, ait tout de suite décelé qu'il y avait une Saiyajin qui a survécu de manière ultra miraculeuse à une telle destruction. Ça correspondrait parfaitement au background de l'histoire du Super Saiyajin légendaire si la série tente de faire un reboot ou un remake de cette transformation-là. Du coup, je pense qu'on a pas mal débattu là-dessus, et si vous voulez en savoir un peu plus concernant mes avis, tout ça, mes opinions concernant cette team-là, de gars habillés en rouge et noir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. On progresse sur le trailer, on voit enfin C17 et Goku un peu en action, entre guillemets. Et d'ailleurs, petite réflexion, mais il me semble que, n'hésite pas à me le dire en commentaire, il me semble que C17 et Goku ne se sont jamais réellement rencontrés. Un peu dans des rêves de Goku, des trucs un peu bizarres, mais réellement, concrètement, ils se sont jamais rencontrés. Je pense que ça sera la première occasion pour qu'ils se voient en fait.
Je pense que ça va donner un moment un peu drôle, parce que rappelez-vous que les cyborgs sont programmés pour tuer, etc. Même si C18 et C17 s'en foutent. Et depuis, ils ont bien évolué. On voit ensuite notre fameuse team de l'univers 7, qui vient tous de la Terre au final, qui avance sur le ring pour aller combattre. On voit C17 qui nous lance une attaque très très belle, vraiment très très belle, et ne pas sous-estimer ces personnages-là, qui auront un rôle magistral, j'en suis sûr. Et attendez-vous à des attaques en combo, des attaques combinées. Bien sûr, je ne vais pas zapper cela. Le passage tout simplement de Tortue Géniale, magnifique. Ultra court, ça dure 1 seconde peut-être d'apparition, où on le voit enlever ses lunettes et tourner sa tête et nous regarder, enfin regarder son adversaire plutôt. C'était vraiment magnifique, c'était presque le moment le plus épique de tout le trailer. Même si Tortue Géniale n'a pas un niveau de fou, même si Tortue Géniale n'est pas censé aller loin dans le tournoi, on veut tous ou presque le voir au combat, on veut tous le voir rentrer dans son mode un peu Hulk, là, un peu en mode Broly, super musclé, on veut tous voir ça de la part de Tortue Géniale. Surtout pour moi et les personnes comme moi, je pense, qui sont fans de Dragon Ball de l'époque, c'est-à-dire l'animé sans le Z, Tortue Géniale, c'est vraiment quelque chose, des souvenirs magnifiques. Tortue Géniale, ça vous évoque les entraînements de fou à l'ancienne. Ça vous évoque le tournoi en mode Jackie Chun, ça vous évoque pas mal de choses, le premier Kamehameha. C'est vraiment des super bonnes sensations que Tortue Géniale nous a données. Ensuite, on en arrive à revoir des membres de l'univers 6, comme on les a vus déjà dans le trailer, donc j'ai pas trop d'analyse à vous faire, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du trailer, et je sais que ma vidéo sur cet opening là va être assez longue. Du coup, je préfère éclipser ça, les passages sur Kiabe, sur Frost et tout ça. Je vous ai déjà fait toutes mes théories vis-à-vis de ça dans une vidéo précédente. J'avais appelé cette vidéo, pour ceux que ça intéresserait, Broly Femme, Démon Masqué, Akaishin Clown, Akaishin Éléphant, voilà, vous allez voir tout ça mentionné dans le titre. On voit encore une nouvelle fois la Broly Femme. Une petite chose que je vous avais pas dit à son sujet, c'est que pour moi, on nous filme la Broly Femme de face. Mais vous verrez que ça, c'est un peu pour nous troller, pour nous montrer l'aspect Broly de elle, l'hommage à Broly qu'elle est. Mais vous verrez que derrière, je suis sûr qu'au niveau de la nuque et du dos, elle a des cheveux beaucoup plus longs que Broly. Et quand on va la voir animée, eh bien la seule ressemblance qu'elle aura avec Broly, c'est ses yeux blancs et sa grosse musculature, mais que les cheveux derrière n'auront plus rien à voir avec Broly. Vous verrez que c'est un petit troll d'animation. On revoit ce fameux personnage mystérieux, qui devient plus sérieux une nouvelle fois. On voit encore une nouvelle fois la noirceur de ses yeux. Goku qui est en train de démonter le loup comme d'habitude. À vrai dire, je suis vraiment persuadé que ce loup ne donnera pas grand chose en termes de divertissement. On voit derrière Vegeta dans un combat un peu plus épique contre celle que tout le monde appelle la Télétubby géante. Et malgré son design, je trouve que ce passage-là de combat entre cette fille un peu grotesque et Vegeta est très cool à voir. Malgré tout, malgré que ça soit une fille un peu ronde et grosse en robe rose, avec une espèce de couche géante en dessous, ça donne un combat épique, comme quoi une bonne qualité d'animation peut vous donner un combat super cool. En plus, on a un Vegeta Super Saiyajin 1, ce qui prouve que le combat va être assez de bon niveau quand même. On en voit un tout petit peu plus avec une très belle vague de ki qu'envoie cette fille, avec un ki un peu en forme de fleur, comme s'il y a des pétales vertes autour, et le centre, le noyau de la fleur, de couleur rose et mauve. J'aimerais vous faire remarquer qu'on a vraiment l'impression que ce tournoi va se dérouler, du moins pour les phases de qualification, en mode Battle Royale. C'est-à-dire que des combats 2 contre 2, 3 contre 3, tout ça vont avoir lieu sur un même ring. Ce qui me fait penser ça, c'est tout simplement là, sur cette scène, je vous montre la capture d'écran, on voit Vegeta qui se prend l'attaque de cette fille Teletubbies, qui tombe derrière Goku, qui lui marche vers son ennemi. Comme quoi, chacun aura un adversaire, mais en même temps. Ça sera vraiment du 3 contre 3 par exemple, du 2 contre 2. Il va y avoir des combats simultanés qui vont se réaliser. Et si on parle de combats simultanés, je pense que la fierté Saiyajin va faire qu'ils vont quand même se mettre en 1 contre 1. Vegeta et Goku vont se séparer les ennemis. Mais vous savez, dans les univers adverses, ils n'auront pas forcément de sens de morale, comme Goku l'ont, la fierté, tout ça. S'ils ont envie de sauter à 3 sur 1, je pense que ça sera autorisé. On voit l'explosion du coup que Vegeta s'est pris dans le dos de Goku. Ça n'a pas l'air d'inquiéter Goku, je pense qu'il a mesuré la taille et la force de l'adversaire de Vegeta, et que surtout en face de lui, il a un adversaire énorme dont il doit se défaire. Bon, du coup, maintenant, on voit Goku qui se concentre à fond sur son combat à lui, qui passe par le stade de Super Saiyajin 1. Aucune éclair, donc je suppose qu'on ne le voit pas passer dans le trailer en mode Super Saiyajin 2. Puis il ressurgit de cette zone de fumée en mode Super Saiyajin Blue. Et là, on a un plan fixe sur le nouveau personnage que moi je considère comme étant démoniaque, qui est complètement étonné de ce qui se passe. Et là, je pense que déjà, il arrive à constater du fait que Goku a nettement amélioré sa force de combat, ou du moins qu'il a amélioré sa rapidité, mais après, je pense que ce gars-là se demande qu'est-ce qu'il se passe, parce qu'il ne doit plus pouvoir arriver à ressentir le ki de Goku. Parce que Goku vient de passer en mode Super Saiyajin Blue, et son ki normalement ne peut plus être ressenti. Je pense que c'est pour ça que ce mec-là a une tête vraiment étonnée. Mais malgré son étonnement,
On voit qu'ils tiennent toujours tête à Goku Super Saiyajin Blue, et sans avoir besoin de se transformer ou quoi que ce soit. Le combat fait rage, on voit leurs visages qui deviennent de plus en plus concentrés, de plus en plus énervés et à fond dans le combat. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le mec en rouge et noir va concentrer son ki et avoir une aura rougeâtre autour de lui. Cette dynamique de combat me fait beaucoup penser à Beerus contre Goku dans le film Battle of God. On voit ensuite Goku qui ressent visiblement le besoin de devoir évoluer. D'ailleurs, tout au long de cette chanson, si vous lisez les paroles traduites, vous allez voir que toute cette chanson fait référence à Goku, qui nous parle d'aller plus loin, de se dépasser, le dépassement de soi-même, impressionner Zeno-sama, qui dit qu'il a besoin d'excitation, c'est-à-dire de combat, qu'il veut aller plus loin. Et pour moi, c'est vraiment ce que Goku va nous proposer. Et un peu à la manière des vieux openings de films et d'OAV, on voit Goku qui est enfoui dans une aura rougeâtre, vraiment très rouge, et qui semble complètement évoluer. Et pour moi, c'est le terme évoluer, et je ne parlerai pas encore de transformation, je n'irai pas jusque-là. Déjà, on sait que les récents spoilers, je vous en avais parlé sur la chaîne, nous faisaient part d'une évolution à venir ou des évolutions à venir de Goku. Et je sais que ce trailer a fait penser à beaucoup de monde que c'est une version améliorée du Kaioken. Peut-être même une version maîtrisée et non dangereuse du Kaioken que Goku a désormais. Et techniquement, c'est possible. Après, pour moi, s'ils la mettent dans le trailer, il faudrait quand même la rendre canon dans le manga. Parce que si le Kaioken devient une transformation clé dans l'anime, au bout d'un moment, il faudra que les deux formats s'alignent, ça forcément. Donc c'est aussi pourquoi j'émets des doutes concernant le Kaioken. Après, pour moi, ça me semble illogique que Goku passe du Super Saiyajin Blue à du Super Saiyajin God. On sait que le Super Saiyajin Blue est meilleur en termes de puissance brute que le Super Saiyajin God. Donc pour moi, ce trailer ne vous révèle pas une transformation. Ce que vous voyez là, c'est pas la nouvelle transformation de Goku. Ça, ce que je vous dis là, c'est un avis personnel. Pour moi, ce passage-là avec Goku, faut l'interpréter de manière un peu plus, je dirais peut-être philosophique, dans le sens où le trailer ne nous montre pas une transformation, mais il nous suggère une transformation. Et c'est différent. C'est pour nous montrer que tout au long du trailer, et donc tout au long de cet arc-là, Goku va avoir affaire à des ennemis de plus en plus puissants, jusqu'à en arriver à ce fameux mec habillé en rouge et noir, face auquel il va avoir besoin d'évoluer. Une évolution, ça peut être de nouvelles techniques, ça peut être de nouvelles transformations, mais pour moi, le visuel de cette nouvelle transformation sera pas forcément ce que vous voyez là, rouge, et dont on voit ensuite Goku ressortir avec un visage très très serein et en forme normale. D'ailleurs, si vous êtes bien attentif à ce passage-là du trailer, vous voyez Goku qui balaye cette aura rouge d'un revers de la main. Alors, à vrai dire, si vous avez une indication à me donner vis-à-vis de ça en commentaire, n'hésitez pas. J'ai un peu du mal à savoir ce que ça voudrait dire Goku qui balaye justement cette fameuse aura. Normalement, il aurait dû juste foncer sur son adversaire. Mais un truc que j'aimerais vous rappeler, c'est que très très souvent, et ça c'est dans tous les mangas shonen que vous connaissez à peu près, on voit toujours le héros principal, et donc pour Dragon Ball Goku, mais c'est pareil pour du Naruto, du Bleach et tout ça, on voit toujours le héros évoluer, avoir des transformations de fou, avoir des transformations phénoménales, avoir des trucs avec des éclairs, des couleurs fluo, des auras autour de lui, plein de choses, vraiment le feu d'artifice. Mais quand le héros en arrive à un certain niveau de maîtrise et en arrive à un certain niveau de spiritualité, il y a souvent un moment où la transformation va être ultra basique. Ou d'ailleurs, le héros n'aura même plus besoin de transformation. Il va augmenter en puissance juste parce qu'il le faut. Juste parce qu'il a atteint un stade où il est au-dessus de tout ça. Tout ça, ça lui passe au-dessus de la tête, les transformations et tout ça. Et je pense que c'est ça que le trailer veut représenter en nous montrant un Goku en forme normale à la fin. Que Goku va évoluer, mais pas forcément en nous faisant du Super Saiyajin God Blue niveau 3. Il n'y aura pas forcément besoin de ça. Et c'est un peu le même genre d'émotion que Gohan Mystique nous avait donné. C'est-à-dire qu'il se transformait pas vraiment, il faisait juste appel à une sorte d'aura blanchâtre et transparente. Et au final, c'était un Gohan normal qui se combattait à un niveau jamais vu auparavant. Et ça arrive à chaque personnage qui en arrive vraiment à une certaine étape de sa vie et une certaine étape de maîtrise de ses pouvoirs. C'est en gros le héros qui va sobrement défoncer son ennemi, sans avoir besoin de faire toute une manipulation d'éclairs, de faire trembler la terre et tout ça. Je pense que vous m'avez suivi, et donc pour résumer ma pensée, ce trailer ne nous dévoile pas visuellement une transformation de Goku. Il suggère, il sous-entend que Goku va évoluer, et c'est sûr et c'est logique, et on s'en doute tous, mais ce que vous voyez là en rouge, pour moi, ce n'est pas révélateur de la nouvelle forme que Goku aura. Mais pour moi, on aura vraiment un Goku tout en simplicité visuellement. Déjà, rappelez-vous que le Super Saiyajin God, c'était un retour vers la simplicité. C'était juste une aura rougeâtre, avec un Goku beaucoup plus maigre qu'avant, les yeux assez arrondis comme en forme normale, les cheveux tombants, et je pense que cette nouvelle évolution de Goku va le ramener vers cela.
Durant tout son combat contre Beerus dans le combat Battle of God, on a vu Goku absorber les pouvoirs divins et se battre d'égal à égal avec Beerus sans avoir d'aura folle autour de lui. Il y a un moment où il y a un certain déclic qui se fait dans le héros de Shonen qui fait qu'il a plus besoin de toutes ces effusions de couleurs pour nous en mettre plein la vue. Et je vous avoue que ça doit bien arranger les auteurs qui au moins ont pas besoin de se casser la tête à trouver de nouveaux designs. Ça, c'est une petite arnaque, mais bon. Du coup, on revoit le combat alors qu'il refait rage entre ces deux personnages-là que sont Goku et le nouvel ennemi, on va l'appeler comme ça. Goku qui tient sa fameuse boule de cristal fétiche et préférée à 4 étoiles. Et l'on revoit le fameux ring avant de conclure sur ce fameux trailer. Toujours dans une forte dose de dynamisme avec un Goku très rapide dans ses mouvements, avec la Team Z qui apparaît en lumière. Vraiment, ce trailer est super bien mis en scène et la musique l'accompagne parfaitement. D'ailleurs, c'est vraiment une OST que je m'écoute en boucle. Du coup, les devins, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais en tout cas, je l'ai faite vraiment avec plaisir. Sachez que j'adore parler Dragon Ball et j'adore vraiment le partager avec vous. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout cela en zone commentaire. Maintenant, je vais alors vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.